Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de vous être inscrits, de participer à ce webinaire Impact social, pourquoi l'évaluer et comment s'y prendre. Je suis Lydia Fenner, responsable du pôle Impact à la Vise et je vais animer ce webinaire jusqu'à 11 heures avec vous. On va peut-être attendre encore une minute avant de démarrer, le temps de laisser tout le monde rentrer dans ce webinaire. Merci d'être avec nous ce matin. Super, on va démarrer donc ce webinaire avec un mot d'introduction et d'accueil de Cécile Leclerc, directrice générale de la Vise, qui va nous dire un mot d'introduction, présenter la Vise et ses missions, notamment ses missions avec l'évaluation d'impact social. Bonjour Cécile. Rebonjour Lydia et bonjour à tous. Merci de vous êtes inscrits si nombreux à ce webinaire. Je vous dis en effet quelques mots de la Vise pour ceux qui ne nous connaissent pas et peut-être pour que vous puissiez profiter des ressources, des outils et des actions qu'on peut mener au-delà du sujet de l'évaluation d'impact dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Donc, l'AVIS, c'est une association qui a 23 ans et qui est une agence d'ingénierie pour accompagner le développement de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on agit au niveau national et avec 4 leviers d'action principaux qui sont outillés, animés, accompagnés et financés. Et là, je vais en profiter en effet pour pouvoir le présenter très rapidement, mais dire ce qu'on fait, notamment sur le sujet de l'évaluation d'impact sur ces 4 leviers. Donc, outiller. Outiller, c'est principalement le site avis.org, si vous ne le connaissez pas, dans lequel vous pouvez trouver beaucoup de ressources et d'outils pour tous les porteurs de projets d'ESS, mais également les accompagnateurs, les collectivités territoriales, les acteurs qui cherchent à soutenir l'innovation sociale et l'ESS. Et donc, vous trouverez des cartographies pour vous orienter vers des accompagnateurs, vers des financeurs. Vous trouverez des dossiers sectoriels, vous trouverez des guides et notamment, bien sûr, beaucoup d'outils sur le sujet de l'évaluation d'impact qui vont vous être présentés tout à l'heure par Lydia, donc j'y reviens pas. Mais on joue vraiment un rôle de Centre national de ressources sur les sujets d'évaluation d'impact social. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter avis.org pour être au courant des nouveaux outils qui sortent, des appels à projets, etc. Deuxièmement, animer. En fait, on est, nous, une trentaine de salariés au niveau national et du coup, notre mission au niveau national pour accompagner le développement, bah, c'est d'animer les acteurs de l'accompagnement généralistes qui, eux, sont bien présents sur les territoires, hein, là où ça se passe concrètement. Et pour ça, on est, je cite 2 exemples, notamment l'animateur d'une communauté qui réunit tous les incubateurs dédiés à l'ESS et l'innovation sociale, la communauté émergence et accélération. On est également l'opérateur national du DLA, le dispositif local d'accompagnement, qui peut vous accompagner si vous êtes dirigeant d'une structure de l'ESS gratuitement si vous avez une problématique stratégique. Il y a plus de 6000 structures de l'ESS accompagnées par an. Dans ce cadre-là, animé au niveau de l'impact, on est l'animateur du Social Value France, qui est l'entité française du Social Value International, qui réunit à la fois les experts de l'évaluation d'impact et des praticiens qui ont internalisé cette fonction au sein de leur entreprise. Troisièmement, accompagner. Alors, comme on est présent au niveau national, on conçoit des programmes d'accompagnement, mais que pour les problématiques de dimension nationale, ce qui nous amène notamment à opérer des programmes d'accompagnement au changement d'échelle. Et sur le sujet de l'évaluation d'impact, ce qui nous a paru utile au niveau national,
c'est de travailler l'accompagnement des accompagnateurs généralistes pour que eux-mêmes puissent aborder la question de l'évaluation d'impact. Ça, c'est un programme qui s'appelle Cap Impact et qui permet, au-delà des webinaires et des outils qu'on produit, de monter en compétence sur cette question. Et enfin, financer. On est organisme intermédiaire du Fonds social européen. Donc ça, concrètement, ça veut dire qu'on lance régulièrement des appels à projets pour financer avec du FSE, donc c'est de la subvention sur des projets qui durent 3 ans en général. Et donc, on a en ce moment un appel à projet ouvert, par exemple, sur justement le soutien à des programmes nationaux d'accompagnement au changement d'échelle sur des secteurs particuliers. Et si j'illustre avec le sujet de l'évaluation d'impact, on a pu déjà lancer 3 appels à projets pour financer des outils en matière d'évaluation d'impact, des outils qui manquent, enfin qui nous semblent manquer, donc qui sont avec des approches notamment thématiques, sectorielles précises. Si vous voulez suivre ces appels à projets, il faut vraiment aller sur le site de l'Avise dans la partie Avise financée. Et là, vous voyez les appels à projets qui sont en cours. Enfin, en ce moment, il y en a un. Moi, j'ai terminé sur la partie présentation très générale. Et encore une fois, je le répète, n'hésitez pas pour nous suivre à vous abonner à la newsletter si ce n'est pas fait. Et je vais repasser la parole à Lydia Fener pour rentrer dans le dur du sujet. Merci beaucoup, Cécile, pour ces éléments introductifs. Pour les personnes qui viennent de se connecter, bienvenue. Merci beaucoup d'être inscrit à ce webinaire Impact social, pourquoi l'évaluer et comment s'y prendre. Un petit mot sur les fonctionnalités de Zoom à avoir en tête, notamment les fonctionnements de communication qui sont à votre disposition. Vous pouvez trouver dans le Zoom un chat pour discuter, partager vos commentaires et informations, et également un module de questions-réponses si vous souhaitez poser vos questions aux différents intervenants. Pour information, il y aura un temps de questions et échanges à la fin du webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. J'ai l'appui technique de Mathilde de l'équipe de l'Avise. Donc, on va bien voir vos questions pour garder pour la fin du webinaire. Pour information également, ce webinaire est enregistré et sera diffusé sur la chaîne YouTube de l'Avise avec donc le support également diffusé d'ici quelques jours. Donc, n'hésitez pas à suivre aussi comme ça. Concernant le déroulé du webinaire ce matin, nous avons donc déjà entendu le mot d'introduction par Cécile Leclerc. Ensuite, je réaliserai un décryptage de pourquoi et comment évaluer son impact social. Et enfin, nous aurons le plaisir d'accueillir Erwan Legoyer et Eva Ponty de la structure Le Filon et Colline Bernier de la structure Y-Graine, suivi par donc un temps de questions et échanges avec vous. Avant de passer au sujet, je vous propose de répondre à 2 petites questions par sondage. Ça nous permet de mieux comprendre qui vous êtes et votre niveau de connaissance sur le sujet d'évaluation d'impact. Donc, je vais lancer le sondage et je vous invite à prendre 1 minute pour répondre aux 2 questions. Super, on est
On est presque à 100%. En tout cas, je vois dans les résultats une grande majorité de vous qui sont collaborateurs, collaboratrices d'une structure de l'ESS, avec un deuxième donc population d'acteurs d'accompagnement généralistes de l'ESS. Super. Et avec donc un niveau de connaissance partagée entre je connais assez peu de sujets et je commence à avoir des notions théoriques. Donc c'est très très bien. Merci beaucoup pour vos réponses. Je ferme donc le questionnaire et nous pouvons passer à la suite. Euh, comme j'ai dit, voilà, je vais réaliser un décryptage. Je commence par partager quelques ressources utiles. Mathilde va vous partager les liens dans le chat envers ces ressources utiles pour vous orienter parmi toutes les ressources sur le site Lavise. D'abord, comme Cécile a présenté, les missions du pôle Impact, vous pouvez trouver sur le site avise.org, donc notamment le Centre national de ressources sur l'évaluation d'impact. Je vais y revenir dans une minute. Ensuite, une présentation du réseau Social Value France que nous animons à l'Avise, la formation Cap Impact que nous animons également, et des informations concernant les lauréats de nos appels à projets de financement des outils et des démarches d'évaluation d'impact social. Premièrement, sur le portail avise.org, vous pouvez trouver donc le Centre national de ressources sur l'évaluation d'impact, où vous pouvez découvrir, vous informer sur le sujet, et vous pouvez également vous abonner à notre newsletter Impact pour vous suivre les actualités, ressources, événements sur le sujet. La newsletter sort tous les 3 mois. Donc, vous avez à gauche un capture d'écran pour vous donner une idée de à quoi ressemble cette newsletter. Et à droite, donc, le fameux Centre national de ressources sur l'évaluation d'impact. Également sur avise.org, vous pouvez consulter notre guide méthodologique dont Cécile a également parlé. Le guide méthodologique qui s'appelle Évaluer son impact social. Donc, vous voyez la couverture à gauche sur lequel vous pouvez vous appuyer pour vous lancer dans votre démarche d'évaluation d'impact social. Ce guide vise vraiment à orienter et à outiller tous ceux qui souhaitent lancer une démarche, premier pas, d'évaluation de leur impact social, quel que soit le stade d'avancement du projet, en mobilisant les outils, les méthodes appropriées à votre contexte, organisation, enjeux et moyens. Il propose notamment des outils pratiques pour chacune des étapes de la démarche et des exemples concrets, des cas concrets pour vous inspirer, aider à passer à l'action. Le décryptage que je vais vous faire ce matin repose vraiment sur des éléments qui sont présents dans le guide. Donc, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à consulter le PDF qui est disponible sur le portail avise.org et dont vous voyez comment accéder via la barre de recherche ressources. Pour identifier les acteurs référents dans le domaine de l'impact social et ainsi vous repérer parmi tous ces acteurs et dispositifs de formation, d'accompagnement et de financement, vous pouvez consulter la cartographie des acteurs de l'évaluation d'impact social de l'Avise afin de mieux vous orienter dans cet écosystème. La cartographie est également bien sûr disponible sur le portail. Afin de vous inspirer des démarches d'évaluation, des exemples concrets, l'AVIS propose plusieurs études de cas qui illustrent la mise en œuvre de démarches complètes avec des méthodes qualitatives, quantitatives ou monétaires, en proposant des retours d'expérience et enseignements sous forme études de cas. Maintenant que j'ai partagé donc des ressources clés de l'AVIS, on peut rentrer dans le vif du sujet. Je commence le décryptage par quelques repères sur la notion de l'impact social et de son évaluation. Le terme impact social apparaît pour la première fois dans les années 70 aux États-Unis et se développe à partir des années 90 dans le mode philanthropique anglo-saxon. En France, le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire présente dès 2011 une définition de l'impact social que vous voyez affichée sur l'écran. L'impact social consiste en l'ensemble des conséquences des activités d'une organisation, tant sur ses parties prenantes externes et internes que sur la société en général.
Dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, il est issu de la capacité de l'organisation à anticiper des besoins pas ou mal satisfaits et à y répondre via ses missions de prévention, réparation ou compensation. Donc, l'impact social englobe vraiment tous les changements, que ce soit des changements positifs ou négatifs, attendus ou inattendus, engendrés par les activités et donc directement attribuables à celles-ci. Quant à l'évaluation donc de cet impact social, elle est définie par la VIS comme un processus qui vise à comprendre, à mesurer et à valoriser les effets générés par son action sur ses parties prenantes et son environnement. En résumé, c'est une démarche qui vise à interroger quelles sont les conséquences sociales de ces actions et auprès de qui. La recherche d'un impact social est vraiment au cœur du projet des entreprises de l'ESS et de leur utilité sociale. Il est donc essentiel de défendre le fait que leur performance ne se réduit pas uniquement à leurs résultats financiers, mais s'incarne également dans l'impact social qu'elles génèrent à travers leurs actions. Sur un plan opérationnel, l'impact social peut être visualisé sur une chaîne de valeur. On distingue sur cette chaîne de valeur, on distingue entre ce qu'on fait, c'est-à-dire les ressources humaines et financières mobilisées, ou et les activités menées par un projet, une structure, les services, les formations, les accompagnements, événements, etc. Donc, on distingue entre ce qu'on fait et ce qu'on produit, c'est-à-dire les réalisations en termes de nombre d'événements ou de formations assurées, etc. Et les résultats donc de ces réalisations, le nombre de bénéficiaires ou usagers accompagnés, le nombre d'emplois créés, etc. Et enfin, la contribution du projet en termes de conséquences et de changements générés par les réalisations, c'est-à-dire son impact. Donc maintenant que nous avons défini l'impact social, pourquoi l'évaluer? Si elle est souvent utilisée pour rendre compte de ses activités auprès de ses parties prenantes, l'évaluation sert en réalité des objectifs très divers, opérationnels comme stratégiques. L'évaluation permet d'abord de mieux comprendre son environnement et les effets de son action sur ses bénéficiaires. Elle permet donc d'apporter la preuve de la valeur sociale créée et la pertinence du projet en termes du besoin social du départ. Elle permet d'améliorer ses pratiques en interne et alimenter la recherche des solutions innovantes. Elle permet en externe de communiquer sur son action et alimenter une activité de plaidoyer. En ce faisant, elle permet donc de pérenniser ses financements ou en rechercher des nouveaux. Elle permet donc de reconnaître et de valoriser le travail des salariés et des bénévoles en interne comme en externe, et donc de motiver ses équipes et instaurer des instances de dialogue, créer des nouveaux dialogues autour. Donc voilà la palette d'objectifs et de finalités à quoi peut servir l'évaluation d'impact, notamment pour les entreprises de l'ESS. Il est donc avant de se lancer dans une démarche d'évaluation, il est important d'organiser sa démarche en termes de gestion de projet, en termes matériels. Vous pouvez décider de mener votre évaluation d'impact soit en interne au sein de votre structure, soit d'externaliser votre démarche, toute la démarche ou une partie de la démarche. Par exemple, vous pouvez définir en interne ce que vous souhaitez évaluer, quels sont les effets générés prioritaires que vous souhaitez évaluer, et définir les parties prenantes prioritaires que vous souhaitez impliquer dans la démarche, et puis externaliser la collecte de données, par exemple. Ou au contraire, vous pouvez avoir recours à une prestation externe pour vous aider à définir ce que vous voulez évaluer et à construire vos outils de collecte, puis mobiliser les équipes en interne pour faire la collecte de données. Voilà, il y a plusieurs modalités imaginables pour équilibrer l'internalisation et l'externalisation. Ce choix dépend vraiment de votre organisation, votre contexte et les moyens humains et financiers dont vous disposez. En pratique, la plupart des démarches évaluatives combinent l'internalisation et l'externalisation des travaux. Dans les deux cas, il est vraiment indispensable d'identifier un responsable de suivi de démarche en interne et de mobiliser les équipes internes, même en cas d'externalisation complète. Pour reprendre la diapositive, pour chaque choix, il y a des avantages et des limites.
Internaliser la démarche, par exemple, a l'avantage de limiter les dépenses externes, de favoriser l'appropriation de la démarche en interne et donc mieux s'inscrire dans le long terme. Elle favorise également l'enrichissement de la démarche avec la connaissance des enjeux et du contexte du projet par les équipes internes. En revanche, une limite, c'est qu'elle nécessite de prendre du recul des activités au quotidien et de l'opérationnel au quotidien, de se remettre en question parfois en interne lorsqu'on mène la démarche d'évaluation. Externaliser la démarche, pour son côté, propose des avantages, par exemple, de permettre de moins mobiliser les équipes internes, d'avoir une vision plus objective par une personne tierce, une personne extérieure, de mieux respecter des délais d'exécution parfois, avoir des livrables plus clairs, plus définis, de faciliter la mobilisation des parties prenantes qui peuvent parfois être plus à l'aise pour libérer la parole avec des personnes extérieures au projet et peut permettre de rendre plus légitime l'évaluation par la prestation des experts. En revanche, un inconvénient d'externaliser sa démarche, c'est que, bien sûr, ça nécessite un budget dédié qui est variable selon l'accompagnement, la durée et le prestataire. Euh, un autre enjeu pour organiser donc son accompagnement à l'évaluation d'impact, c'est de trouver le bon accompagnateur ou accompagnatrice. Pour vous orienter dans ce choix-là, vous pouvez bien sûr consulter donc la cartographie des acteurs d'évaluation d'impact disponible sur le site avis.org que j'avais montré juste avant. Vous pouvez trouver en fonction du besoin d'accompagnement, pour que ce soit pour se former, être accompagné pour une partie ou toute la démarche, et aussi pour la phase d'utiliser ces résultats. Pour se former, vous pouvez par exemple suivre le MOOC Évaluation et mesure d'impact social de l'ESSEC, qui est gratuit et accessible sur leur site. Des modules d'acculturation qui sont proposés par les acteurs de l'accompagnement de l'ESS, des formations qui sont proposées par des cabinets de conseil spécialisés. Voilà, et vous pouvez avoir quelques exemples dans cette cartographie. Pour vous faire accompagner pour la démarche, vous pouvez par exemple solliciter le dispositif local d'accompagnement, le DLA, qui est présent dans l'ensemble du territoire français. Vous pouvez peut-être participer au programme Size Up qui est porté par Entropia, ESSEC et Ronalpia. Vous pouvez s'appuyer sur le bénévolat de compétences, des étudiants ou doctorants en contrat CIFRE, recourir à un expert ou un cabinet de conseil, bien sûr, ou coopérer avec des universités ou centres de recherche qui travaillent sur le sujet d'évaluation d'impact. Il y a également plusieurs réseaux de l'ESS qui ont développé une offre de services à destination de leurs membres, comme par exemple le mouvement associatif qui lance un nouveau programme qui s'appelle Noura, ou l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, l'UDES, qui mène donc des formations également sur le sujet. Une autre question importante pour organiser sa démarche d'évaluation relève du temps et les moyens financiers à y allouer. Il n'est pas simple d'identifier de façon précise les coûts générés par une démarche d'évaluation de l'impact social, notamment les coûts internes, c'est-à-dire la contribution des équipes, la mobilisation des partenaires, etc. Si le coût d'une démarche d'évaluation est variable selon l'ambition donnée, cette ambition doit bien sûr être ajustée au regard des contraintes des ressources humaines, du temps et des finances disponibles dans le projet. Il est indispensable de considérer l'évaluation de l'impact social comme un processus à inscrire dans le long terme. Elle nécessite une période d'acculturation en interne, même en cas de prestation externe, un temps de préparation et son élaboration doit être progressive et continue. Par ailleurs, l'évaluation doit tenir compte du délai entre la mise en œuvre des actions et l'observation de leurs impacts. Pour cela, nous recommandons de manière générale de prévoir un maximum de 15% du budget du projet pour la démarche d'évaluation et une durée entre 6 mois et 2 ans pour sa réalisation, encore une fois en fonction des objectifs et des contraintes du projet et de la démarche d'évaluation. Maintenant que nous avons abordé les questions d'organisation de la démarche, comment s'organise la démarche d'évaluation d'impact?
On rentre donc ici dans la mise en œuvre de la démarche. L'évaluation d'impact social peut être motivée donc par des enjeux divers, lancée à des moments différents du projet et mobiliser des diverses méthodologies. Néanmoins, on peut identifier trois grandes étapes qui sont communes à toute démarche d'évaluation. Premièrement, la promesse, qui est parfois appelée la phase du cadrage, la phase de préparation, la phase de design. Deuxièmement, la phase de preuve, qui peut aussi être appelée la phase de mesure. Et troisièmement, la phase d'appropriation ou la phase d'analyse, de capitalisation des résultats. Je vais maintenant rentrer plus en détail sur chacune de ces trois grandes étapes de la démarche. Et sachez que vous pouvez trouver donc des informations sur chacune de ces grandes étapes dans donc, le guide Évaluer son impact social sur le portail. Donc vous voyez les chapitres en bas. La première phase, donc la promesse. L'enjeu de cette première étape de la promesse est de définir l'objet de l'évaluation, en sachant qu'on ne peut pas tout évaluer de manière exhaustive dans une seule démarche. Une seule démarche d'évaluation ne peut pas répondre à toute question, ne peut pas examiner tout impact. Il faut donc bien, dans cette phase-là, définir quel est l'objet de cette démarche d'évaluation d'impact. La promesse, donc la phase de promesse, se définit par trois éléments principaux. Premièrement, la définition de l'enjeu stratégique de la démarche, c'est-à-dire pour quel objectif, pour quel enjeu stratégique on mène la démarche d'évaluation, en sachant, encore une fois, qu'on ne peut pas répondre à tout enjeu stratégique avec chaque évaluation. Et donc, il faut bien choisir son enjeu principal, prioritaire, dans le contexte de la démarche. L'enjeu stratégique peut être, par exemple, l'amélioration en interne, l'amélioration des pratiques, l'amélioration des services, etc. La motivation en interne paraît la motivation des parties prenantes, internes, externes, mais voilà, la motivation embarquement des équipes, ou dans une logique externe de redevabilité ou de plaidoyer, donc en externe. Deuxième élément central dans cette phase-là, c'est la réalisation de la cartographie des impacts. La cartographie des impacts, c'est un outil qui permet de définir les effets des actions qui sont prioritaires à évaluer. Parce que, encore une fois, on ne peut pas forcément tout évaluer dans une démarche. Donc, ça permet de cartographier l'ensemble des impacts attendus, ciblés par un projet, par une action, et de prioriser les effets qu'on souhaite évaluer dans la démarche. Le troisième élément essentiel, c'est donc la formalisation de la question évaluative précise. La question évaluative, c'est la question qu'on vise à répondre avec l'évaluation. Cette question-là va être le fil rouge à suivre dans les prochaines phases de l'évaluation. Dans le guide de l'AVIS, donc le guide Évaluer son impact, vous pouvez trouver donc une explication détaillée de cette étape avec des exemples de ces outils-là, des cas concrets et des outils donc appliqués à des projets. Donc cette question évaluative qui est définie dans la phase de la promesse va permettre de guider la prochaine phase de la preuve. C'est cette phase-là où on va quantifier, qualifier les effets ou impacts générés par l'action. Cette phase consiste donc à identifier la méthodologie la plus pertinente pour mesurer les impacts des activités et notamment les indicateurs d'impact à mobiliser pour collecter la bonne information. Les indicateurs permettent de préciser les informations qui doivent être recherchées pour répondre à la question évaluative et les valeurs à atteindre pour la réussite du projet. Une fois que les indicateurs soient définis, vous pourrez identifier pour chacun des indicateurs quelles sont les données à collecter, auprès de qui, quand et avec quels outils. Et puis reprendre donc ces éléments pour lancer les actions de collecte. Dans le guide Évaluer son impact de l'AVIS, vous pouvez trouver les clés pour choisir les bonnes méthodes à mobiliser pour votre évaluation en fonction, encore une fois, de l'enjeu stratégique et les objectifs de la démarche. Vous pouvez également trouver une présentation d'indicateurs types, des exemples de référentiels d'indicateurs thématiques ou sectorisés, une méthode pas à pas, et une méthode de plan de collecte, c'est-à-dire une méthode pour organiser la collecte des données.
La troisième et donc dernière grande étape de l'évaluation, c'est l'appropriation. Une fois que vous avez collecté les données dont vous avez besoin pour répondre à votre question évaluative, cette prochaine et dernière étape consiste à analyser et à utiliser les données. Il s'agit de passer à l'interprétation globale des résultats en réponse à la question évaluative. Est-ce que l'action évaluée atteint ses objectifs? Entraîne-t-elle d'autres impacts? Les moyens déployés sont-ils suffisants au regard des impacts générés? L'utilisation des résultats peut être menée dans une optique de communication ou d'amélioration de votre action. Encore une fois, en fonction de l'enjeu stratégique établi. C'est une étape dont l'importance ne doit pas être sous-estimée, car c'est vraiment celle-là qui va vous permettre de valoriser votre démarche et les efforts fournis, mais aussi de mieux piloter votre activité et prendre les bonnes décisions. En effet, l'objectif est que l'évaluation devienne un processus continu, intégré dans la vie de votre structure ou de votre projet, et s'inscrive dans le long terme. C'est ça qui vous permet de continuer à identifier les éléments saillants de votre activité, de prendre les bonnes décisions, de mobiliser vos parties prenantes ou encore de développer votre activité en convainquant de nouveaux partenaires. Dans le guide de la vise, vous pouvez donc trouver une méthode pour analyser et interpréter les résultats de la phase donc de mesure, des éléments pour vous communiquer, pour vous appuyer dans l'utilisation des résultats en interne et en externe, et des conseils pour faire vivre la démarche au sein de votre structure. Donc voilà ce qu'il en est pour le décryptage de l'évaluation d'impact. Je vous remercie pour votre écoute. Nous allons passer maintenant donc au témoignage pour avoir des retours d'expérience concrets de la mise en œuvre des démarches d'évaluation. Premier témoignage, nous avons le plaisir d'accueillir Erwan Legoyer, chargé de mission au Filon, et Eva Ponty, déléguée générale du Filon. Bonjour Erwan et Eva, Bonjour. merci d'être avec nous ce matin. Avant qu'on commence votre témoignage, peut-être que vous pouvez nous présenter brièvement le Filon. Oui, bonjour, bonjour à toutes et tous. Merci pour l'accueil. Le Filon, donc nous, on est une association qui est située en Moselle, à Metz exactement. On est une association de loi 1908, puisqu'on a des statuts un peu spécifiques en Moselle et en Alsace. Et on a vraiment pour ambition et objectif de déployer, d'accompagner et de créer des projets dans l'économie sociale et solidaire sur le département mosellan. On a deux outils qui composent notre association. Une fabrique à initiative, qui est un dispositif national qui est porté entre autres par la VISE, qui est déployé maintenant dans quasiment l'ensemble du territoire français est maillé maintenant. Et donc nous on le porte pour la Moselle. Donc là c'est vraiment un outil d'ingénierie territoriale qui nous permet de partir des besoins et d'un territoire pour construire un projet qui répond à ce besoin en lien avec les acteurs du territoire concerné. Et puis, on a un incubateur où on propose des parcours d'accompagnement pour outiller et donner les conditions favorables à l'émergence de projets de l'économie sociale et solidaire. Donc, voilà, c'est vraiment notre terrain de jeu, c'est la Moselle et l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Voilà. En gros, pour faire court sur notre association. Super, merci beaucoup. Pourriez-vous nous dire dans votre témoignage pourquoi vous vous êtes lancé dans la démarche d'évaluation, quels étaient les objectifs de départ, puis comment vous avez organisé votre démarche et quelles étaient les retombées de la démarche que vous avez fait? Donc en fait, la mesure d'impact, c'est quelque chose qui nous taraude depuis un petit moment. C'est une demande des partenaires aussi, hein, qui nous parlent de plus en plus de cette mesure, notamment les partenaires financiers, voilà, qui cherchaient aussi à nous emmener sur cette aventure-là. Et en gros, nous, ce qui nous a vraiment poussé à engager la démarche, c'était de aussi passer, on se rendait compte qu'en gros, dans les bilans, notamment, on était sur le go ou le no-go du projet. Donc, quand on accompagne un projet, il y avait est-ce que le projet il est réalisé ou est-ce que le projet il n'est pas réalisé?
Et on avait envie en fait de dépasser ça et d'aller un petit peu plus loin que le go no go. Et donc qu'est-ce que les dispositifs du filon pouvaient apporter aux porteurs de projets, au territoire, à l'écosystème du projet, etc., pour dépasser un peu ce stade-là du est-ce que le projet il a été réalisé ou est-ce que le projet n'a pas été réalisé. Donc ça a été vraiment quelque chose qui nous a beaucoup interrogé en interne au niveau de l'équipe et au niveau du conseil d'administration également. Et je pense que c'est aussi vraiment ça qui nous a, qui a permis d'impulser la démarche et de nous mettre en ordre de marche par rapport à cette mesure. Après, bah, c'était aussi formaliser des outils de suivi. C'est-à-dire, on avait déjà un certain nombre de petits outils de suivi, mais plutôt bilanciels. Et là, on avait envie aussi d'aller plus loin dans la formalisation d'outils pour pouvoir avoir un suivi qui soit plus pointu et qui nous permette du coup de l'analyse derrière. Et enfin, on avait vraiment besoin aussi de l'expérimenter en interne parce que comme on est une structure d'accompagnement, forcément, bah, on a envie d'en parler avec les personnes qu'on accompagne. Et l'idée, c'était de pouvoir l'apporter en interne, de l'expérimenter en interne, de la tester, de voir ce que ça présupposait en termes de temps, d'énergie, de formation, etc., etc., pour pouvoir ensuite partager cette expérience-là avec les incubés et pouvoir commencer à travailler sur la logique de transmission. Donc ça, c'est vraiment nos objectifs. Et je vais laisser Arwan, qui est du coup notre monsieur en mesure d'impact au filon et qui a vraiment, lui, pour le coup, porté la démarche sur le plan opérationnel. Super, merci. Alors, on a commencé début 2023 à réfléchir à cette mesure d'impact. Et donc, pour commencer à y réfléchir, on s'est formé, donc, grâce à la VIS, entre autres, notamment avec la formation Cap Impact qui a été présentée euh, récemment. Et aussi, par rapport avec toutes les formations, tous les documents qui sont sur, euh, sur le centre de ressources de la VIS, donc les guides, mais aussi voir les exemples que ça pouvait donner par des structures qui l'ont lancé. Et aussi par rapport, déjà aussi cette visio que j'ai fait il y a quelques années, et donc maintenant j'interviens. Donc je pense que j'ai la boucle est bouclée. Et aussi par d'autres événements et d'autres visios qui existent sur le sujet. Donc on a suivi justement les trois étapes qui ont été présentées précédemment. Donc on a commencé par cadrer la démarche, donc pour définir les objectifs qu'on a pu vous présenter juste avant que Eva vous a présenté. On a ensuite réfléchi aussi à comment s'organiser. Donc, c'est une étape qui est quand même assez importante et qui, je pense qu'il faut prendre du temps pour la travailler, pour réfléchir justement vers où on veut aller, ce qu'on veut faire et quels sont les enjeux de notre mesure d'impact. Et ça va être aussi le meilleur moyen de se. Nous, on a commencé à faire un rétro-planning pour aussi organiser la démarche, jalonner la démarche sur les différentes étapes et savoir qui faisait quoi dans cette démarche-là. On peut aller à la prochaine diapo. Ah, du coup, c'est voilà. Merci. Et donc, on est passé, là, on est en 2023 sur le cadrage de l'évaluation. On a ensuite réfléchi à, pour nous, en fait, on a posé nos hypothèses sur qu'est-ce qu'on pense avoir comme impact, quel changement on pense avoir sur notre écosystème, notre territoire. Donc, pour ça, en fait, on est parti des différentes activités qu'on a. Donc, on a réfléchi à toutes les activités qu'on mettait en place et aux différents changements qu'on pensait avoir sur le territoire ou sur notre écosystème, donc sur nos parties prenantes. Et donc, on les a répartis en plus gros effets et aussi en court, moyen, long terme. Donc, des impacts qui étaient arrivés plutôt sur des années ou qu'on ne pouvait pas encore mesurer parce que ça arriverait dans plusieurs années. Et à partir de tous ces impacts-là, tous ces changements, donc par exemple, un impact qu'on pouvait avoir, ça serait pour les incubés qu'on a, c'est quelle peut être la montée en compétences, enfin, quelle montée en compétences ils avaient grâce à notre accompagnement. Et donc, avec tous ces impacts-là, on a réfléchi ensuite à la question évaluative. Donc, la question évaluative, c'est un peu la problématique de toute la démarche. Donc, nous, on est resté sur un outil de suivi un peu de voir qu'est-ce qu'on apportait au territoire et aux incubés par notre méthodologie. Et la problématique qu'on a posée, c'est dans quelle mesure l'articulation de nos deux pôles permet à l'ESS permet d'inscrire l'ESS sur le territoire mosellan de manière pérenne. Donc ça, c'était notre fil rouge, qui nous a servi pendant toute l'évaluation. Donc après cette question évaluative, on a réfléchi justement à un plan de mesure, un plan de collecte, donc savoir ce qu'on allait collecter. Et donc pour ça, on a réfléchi à différents indicateurs par rapport aux effets qu'on avait en hypothèse. Et donc pour ça, on a réfléchi à plusieurs indicateurs. Donc on avait
réfléchi à une centaine d'indicateurs et on en a sélectionné une vingtaine. Donc, pour sélectionner ces indicateurs-là, on s'est basé sur la facilité aussi d'avoir des résultats. Donc, essayer d'avoir des résultats qu'on peut avoir directement, soit en interne ou soit rapidement avec des partenaires et pas avoir plusieurs partenaires à aller demander et donc avoir des données qui nous paraissent compliquées à avoir et qui nous prennent plus de temps. On a aussi regardé ce qui répondait le plus à la question évaluative, donc qui était vraiment utile pour répondre à notre problématique. Et aussi, si on avait déjà des premiers éléments de réponse dans des documents de suivi qu'on a déjà. Et enfin, donc, on a commencé cette collecte d'informations donc, en mettant en place différents outils, donc que ce soit des entretiens, que ce soit des suivis individuels, que ce soit des Excel, que ce soit des questionnaires. Et on a aussi été accompagné sur cette collecte-là grâce à 2 chercheurs qui voulaient faire une étude sur le filon. Et donc, on leur a demandé en échange de faire aussi les entretiens pour avoir un tiers neutre. Donc, ça nous permettait aussi d'être évalués par d'éviter quelques biais pour d'avoir un tiers neutre justement sur cette évaluation-là. Et enfin, donc là, c'est un peu l'étape où on est en ce moment. Donc, c'est la synthèse et l'analyse de toutes ces données-là. Donc, on a recentré toutes ces données pour voir qu'est-ce qu'on a comme résultat et donc réfléchir à qu'est-ce qu'on met en avant. Donc, on est en train de travailler justement sur un document. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Sur justement les rendus un peu plus sur des documents plus on va dire. Donc, on a fait le choix, en fait, aussi de marketer la mesure d'impact, de lui donner un nom pour la séparer un peu du rapport de la mesure d'impact et puis la rendre un peu plus sympa. Donc, on va avoir un document plus synthétique avec une dizaine de petits feuillets, donc sous une forme de nuancier. Et on aura aussi un document plus général qui sera en ligne sur notre site internet en juin, une fois qu'on aura terminé d'écrire ces documents-là. On peut passer à... Oui. Donc, par rapport aux facteurs clés de réussite, nous, ce qu'on a pu voir, en tout cas dans notre mesure d'impact, c'est de commencer en interne petit et aussi d'impliquer les équipes. Donc, j'en ai pas beaucoup parlé sur la diapo d'avant, mais on a impliqué les équipes sur la définition de sur les hypothèses qu'on a pu faire, sur les indicateurs, sur la question évaluative, mais aussi sur la collecte de données. Donc, on a mis en place des outils avec les équipes pour justement qu'ils soient utiles et non pas avoir plein d'outils différents, mais aussi d'avoir un outil de suivi qui permette aussi d'évaluer les différents indicateurs qu'on avait. Donc aussi donc de bien cadrer l'étude, donc savoir ce qu'on veut mettre en place, de savoir qui fait quoi, et aussi de pas mettre trop de choses, vraiment d'avoir un sujet qui est pas trop large. Ensuite, d'utiliser des outils déjà existants pour mesurer les impacts, donc d'éviter de démultiplier des outils. Euh, Et aussi de mettre en place le plus tôt possible un plan de mesure, parce qu'on a remarqué aussi quand on a réfléchi sur les résultats qu'on a eus, donc on a évalué sur l'année 2021-2024, et sauf qu'on a mis en place cette mesure d'impact en 2023. Et donc tous les éléments qui venaient avant 2023 n'étaient pas forcément formalisés, et donc on a eu des petites problématiques sur comment on synthétise des données qui ne sont pas sous le même format. Donc ça peut être une méthodologie qu'on peut mettre en place, même au début de la création, de pouvoir mettre en place un outil de suivi, ou même juste un plan de collecte, et donc de pouvoir justement formaliser ce suivi-là, qui pourrait être utile pour les années à venir. Et donc le dernier point, donc c'est aussi d'avoir des indicateurs qui sont facilement mesurables pour éviter justement d'avoir des choses qui nous permettent, qui nous prennent beaucoup de temps, et même de se baser sur des outils déjà existants. En fait, c'est vrai quand on a décidé de la poser en interne, on a vraiment essayé de travailler à la fois la pertinence et l'efficience. On est des micro-équipes, des mini-équipes, on n'a pas des temps RH extensibles, on a plein d'autres trucs à faire à côté. Et donc, du coup, on a vraiment pris en compte, en fait, ça faisait partie de nos critères de choix. Au niveau des plus-values, les plus-values, elles sont quand même intéressantes, hein, parce que du coup, ça permet de s'obliger aussi à prendre de la hauteur par rapport à nos activités et de le faire en collectif, soit avec nos parties prenantes, parce que du coup, il y a eu des présentations régulières auprès du conseil d'administration, auprès de nos partenaires financiers et opérationnels, en one-to-one aussi lors d'entretiens, et puis évidemment avec l'équipe qui a été vraiment associée dès le départ. Donc du coup, ça permet vraiment de s'octroyer ces temps-là, ces temps de prise de hauteur pour pouvoir réfléchir sur nos activités autrement que il faut atteindre tant de projets, etc., etc.
Là, je vais pas revenir, mais effectivement, hein, la définition, la formalisation d'outils, le but du jeu, c'est maintenant d'avoir quelque chose qui soit efficient et qui puisse rouler dans le temps. Et on a aussi vraiment travaillé sur des outils qui puissent à la fois nous servir pour nos bilans et pour notre mesure. Donc, pareil, pour des logiques de gagner du temps, quoi. Se former en interne pour transmettre aux incubés, je vais pas revenir dessus. Et puis, surtout, on a fait pas mal de choix. Nous, on est une jeune structure. On a été créé en septembre 2021. Et du coup, on a fait beaucoup de choix un peu de manière intuitive, c'est-à-dire que les choses, elles bougent. On essaye d'être agile, de répondre au plus près des besoins des porteurs de projets ou des besoins du territoire. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on fait en discutant, en échangeant avec les équipes, mais de manière assez intuitive. Et cette mesure d'impact-là permettait de vérifier si les choix que nous avions posés étaient les bons ou pas. Et donc, du coup, de pouvoir aussi réorienter aux besoins. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante et on clôturera là-dessus. Très, très concrètement, on a permis donc nous, notre étude d'impact, on va la sortir le 4 juin, en même temps que notre assemblée générale. Donc, on la transmettra évidemment à la VISE pour qu'elle puisse la relayer au besoin. Elle sera disponible sur notre site internet également. Euh, il y a eu plein de retombées hyper positives. Donc, en termes de retombées positives, on a pu vérifier un certain nombre de choix qu'on avait posés et de voir que finalement, ces choix étaient plutôt les bons et répondaient plutôt à l'analyse qui a été faite des mesures. Et ça nous a permis notamment de modifier grandement l'ensemble des parcours de l'incubateur qu'on avait en place depuis sa création et qu'on a transformé en 3 parcours bien distincts maintenant, sur des questions de maturité de projet, d'accompagnement, d'efficience, etc. On a pu aussi vraiment avoir des outils via la mesure d'impact stratégique de pilotage pour notre association qui nous permet aussi, quand on échange avec notre CA et quand on échange avec les partenaires financiers, d'appuyer et de dire, ben voilà, en fait, on a constaté ça, c'est pour ça qu'on va faire ça. Et donc, du coup, ça permet d'avoir une légitimité aussi dans nos choix qui est hyper intéressante. Et puis voilà, ça permet aussi d'avoir des temps de discussion et d'échange avec nos parties prenantes qui dépassent aussi le champ de l'action à proprement dite. Et ça aussi, ça permet de générer une relation qui est hyper intéressante avec les différentes parties prenantes. Donc voilà, enfin nous on est plutôt contents. En termes de retombées aussi qu'on peut de bilan en fait, ça prend du temps, c'est long. Nous on a la chance d'avoir un Rouen qui a fait un boulot vraiment super au niveau du pilotage de cette mesure d'impact. Mais effectivement, ça prend du temps. Là, on a commencé en 2023 et on la clôture en juin 2025. Donc ça vous donne après, c'est la première, ça nous a permis de formaliser. On espère que les choses vont rouler un petit peu plus pour la suite et je pense que ce sera le cas. Mais voilà, c'est un vrai choix. C'est un vrai choix de structure. Donc, faut pas se dire qu'on fait une mesure d'impact pour le fun, quoi. Pour moi, c'est un truc, c'est ancré dans la stratégie de la structure. Voilà. Retour d'expérience, c'est super passionnant et ça donne beaucoup de pistes, d'idées. Il y a quelques questions pour vous, mais je vais proposer de passer au prochain témoignage et de faire toutes les questions à la fin. Si vous voulez poser des questions pour Erwan et Eva, n'hésitez pas à les poser dans la module Q&R. Et sinon, on va passer donc à notre deuxième témoignage. Nous avons donc le plaisir d'avoir aussi avec nous ce matin Colline Bernier, responsable pédagogique et formation à Ygraine. Bonjour Colline, merci d'être là. Je te laisserai peut-être présenter Ygraine rapidement avant de se lancer sur la question de votre démarche d'évaluation. Oui, pas de problème. Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour présenter rapidement le mouvement YGREN, donc YGREN est un mouvement associatif d'éducation populaire qui a été créé depuis 2006, à la base en Île-de-France, et puis qui s'est développé petit à petit sur les territoires de la métropole. Donc, c'est une association, un mouvement associatif qui
accompagne l'engagement citoyen par la création d'espaces d'éducation populaire pour permettre des rencontres, du dialogue et de la création collective dans une ambition de construction de territoires plus solidaires, responsables et conviviaux. Et on essaye de porter en tout cas 4 objectifs de transformation sociétaux autour de voilà, comment accompagner les territoires vers une transition écologique plus juste, vers le développement d'une économie plus vertueuse, le développement d'une démocratie plus participative et la création de sociétés plus inclusives. Donc on travaille sur, l'ensemble de ces thématiques-là à différents niveaux et ça se traduit, au niveau de l'organisation en tant que telle du mouvement. On est donc une union, des associations Ygraine qui est l'association Cœur de Réseau pour laquelle je travaille et ensuite 7 associations, locales, une à, Lille, une à Paris, une à Nantes, une à Troyes, une à Toulouse, une à Bordeaux et une à Lyon. Voilà pour rapidement le mouvement Ygraine. Bien, Hem merci beaucoup, Pauline. Peut-être que voilà, pareil, tu peux nous raconter pourquoi vous vous êtes lancé dans la démarche, comment vous vous avez organisé et puis les retombées, grands enseignements de la démarche. Oui, avec plaisir. Alors, en écoutant, le filon, il y a plein de choses qui m'ont fait écho, heu, donc c'est assez intéressant. Rapidement pour la mesure d'impact, donc nous chez, Ygraine, on a, eu un premier programme, d'éducation, un premier programme national, d'éducation aux migrations qui se nomme Un univers citoyen, qui était le premier programme national, c'est-à-dire porté par, l'ensemble du mouvement, les 7 associations locales. Hem et tu peux passer à la slide suivante, rapidement. Donc ce programme, c'est un programme donc d'éducation aux migrations qui traduit, enfin qui a comme ambition effectivement d'accompagner sur les territoires le développement de sentiments d'appartenance à une humanité commune, pour, lutter contre les préjugés autour de la migration, et travailler vers plus d'inclusion. Et donc ce programme, au bout de 5 ans de programme, donc il a émergé en 2019, et au bout de 5 ans, on a, voulu se poser la question des effets de ce programme-là. Hem et donc on s'est lancé dans cette aventure de la, mesure d'impact. Donc tu peux passer, 2 slides même, je pense, Lydia. Hem et donc au niveau des objectifs de la démarche, c'était donc dans un premier temps, d'observer, de se questionner sur les effets réels de notre programme, d'éducation aux migrations. C'était aussi un enjeu, autour de la valorisation de ce programme. L'idée, c'était de se poser la question des effets et de pouvoir avoir des éléments concrets de valorisation de ce programme et de ses effets à l'externe, pour pouvoir aller chercher d'autres partenaires opérationnels, pour pouvoir aller chercher d'autres, partenaires, financiers également. Tu peux passer la slide. Hem il y avait un troisième enjeu qui était celui de, nourrir un potentiel plaidoyer, pour démocratiser l'éducation aux migrations. On a fait le pari de se dire: «Beh, cette mesure d'impact, elle va aller zoomer et observer sur le terrain ce qui se passe, quels sont les effets de nos actions sur le terrain» et c'est ces éléments-là qui vont nous permettre demain de faire un plaidoyer, par le faire et donc comment on valorise ça pour aller, toquer à la porte des politiques publiques, au niveau des, politiques éducatives, mais même aussi au niveau des politiques d'intégration et d'immigration sur, voilà, comment l'éducation aux migrations vient, transformer, cet enjeu, sociétal, autour de l'inclusion et de la perception des personnes, des Français et Françaises sur les enjeux de migration. Et un dernier enjeu qui explique aussi pourquoi on a mené cette, mesure d'impact en interne, c'était donc c'est là où ça m'a fait beaucoup écho avec le filon, c'était de monter en compétence aussi, nous, l'Union, donc l'association Cœur de Réseau, sur cette capacité à mettre en place, de telles démarches, pour ensuite pouvoir accompagner les associations locales également, sur leur capacité à, mesurer l'impact de leur propre projet. Voilà, donc il y avait aussi cet enjeu de monter en compétences en interne. Donc comment ça s'est, organisé? Tu peux passer à la slide suivante.
Donc, si vous voulez, là, je vous ai mis rapidement les parties prenantes, mais euh, en fait, on a fait le choix de mettre un service, donc le service pédagogie et formation de l'association nationale en pilotage de cette mesure d'impact. Le choix était que ce ne soit pas le service du programme, donc le service du programme national Un univers citoyen qui pilote la mesure d'impact pour en tout cas minimiser les biais potentiels parce que ben, mesurer ses propres impacts de son propre programme, de fait, ben, on a envie que ça aille dans le bon sens. Et donc, l'idée, c'était de mettre au maximum de la neutralité. En tout cas, enlever un petit peu ces biais. Donc, il y a eu ce service en pilotage, un copil, donc un cercle restreint, on l'a nommé ainsi, qui était constitué donc du service en pilotage, de la personne en coordination du programme Un univers citoyen et une personne de la direction de l'Union des associations YGREN. Et donc ça, c'était pour valider les grandes étapes, donc des trois étapes de la méthodologie de l'AVIS que tu as présenté avant Lydia. Voilà, donc ça, c'était vraiment notre cercle restreint. Et ensuite, il y avait un cercle élargi qui était constitué des référents et référentes du programme Un univers citoyen en région, c'est-à-dire tous et toutes les chargés de projet qui portent le programme sur les territoires régionaux. Là, ce cercle élargi, il était mobilisé pour penser les hypothèses, comme en parlait le filon. Donc, quelles hypothèses, quels effets on pense pouvoir observer, on a envie d'observer, comment on les pense sur du court, moyen, long terme, et comment on le traduit en indicateurs, quelles questions on va les poser, quels outils de récolte, etc. Donc, ce cercle élargi, ça a été vraiment des temps de co-construction pour penser la démarche et outiller cette démarche-là. Voilà, on a donc utilisé, tu peux passer à la slide suivante, je l'ai rapidement dit, mais effectivement, on a pensé la démarche en s'appuyant réellement sur le guide de la vise avec les trois grandes étapes, la promesse, la preuve et l'appropriation, que tu as déjà expliqué, Lydia, c'est nickel, ça me fait gagner du temps. Et sur la planification et l'organisation concrète, tu peux passer à la slide suivante. Euh, alors, nous, comparé au filon, on a eu un challenge de se dire, on mène cette mesure d'impact sur 6 mois. Euh, Ce n'est pas à faire. Voilà, ça fait partie des clés de réussite de ne pas se dire qu'une mesure d'impact peut se faire sur 6 mois. Donc j'entends très bien le 2021, 2023, vous m'avez dit 2025 tout à l'heure. Voilà, c'était mieux. Euh, on a eu cet enjeu. Pourquoi? Parce que on a eu l'opportunité d'avoir une personne en stage 6 mois qui était dédiée à cette mesure d'impact, donc dont l'ETP, l'équivalent temps plein, était vraiment dédié. Et moi, mes missions en plus. Donc, on avait à peu près 1,3 ETP dédiés à la mesure d'impact sur ces 6 mois-là. Et en fait, il fallait au moins ça. Donc, on a eu ce challenge de se dire, ben, en 6 mois, on va essayer de mener au mieux une mesure d'impact. Voilà, ce qui a amené, et je reviendrai en amont, mais le fait de se dire si on veut que ça marche en 6 mois, il faut déblayer le terrain en amont quand même, mobiliser les équipes, voilà, en amont. Euh, D'autres slides, tu vas pouvoir passer d'autres slides derrière, mais c'est un peu les grandes étapes qu'on a eues. Donc je passe rapidement, mais voilà, ben, on est reparti de la définition de la problématique sociale auquel répond le programme. Donc en fait, on parlait tout à l'heure de la prise de hauteur que permet la démarche de mesure d'impact. C'est vraiment ça, c'est se reposer la question de pourquoi on fait ce qu'on fait, à quoi ça répond, quel est l'enjeu, etc. Donc, c'est rapidement, juste pour vous donner des exemples, enfin, illustrer quelques étapes, donc, quelle est la problématique sociétale du programme qu'on veut évaluer, et donc, quelle est sa mission sociale, et donc, ça nous permet de questionner, bon, ben, concrètement, quels sont les effets qu'on veut observer. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer les étapes. La slide suivante, c'est sur les dispositifs éducatifs. Là, l'enjeu, c'est de se dire que dans ce programme d'éducation aux migrations, on a différents dispositifs pédagogiques.
La complexité de cette mesure d'impact, c'était qu'on voulait mesurer les effets de notre pédagogie et de nos outils pédagogiques sur les personnes qu'on rencontre, donc les citoyens, citoyennes, qui ne sont pas en fait un public captif qu'on a, mais bien des personnes qu'on voit des fois en une fois, des fois en plusieurs fois. Voilà, donc il y avait un peu tout cet enjeu. Donc tu peux passer la slide suivante, Lydia. Mais on a pensé effectivement par typologie d'action et de dispositif, qu'est-ce qu'on allait questionner et comment on allait questionner. Parce que de fait, si on est sur des enjeux d'information où on rencontre une seule fois la personne, on ne va pas aller questionner des effets long terme alors qu'on est venu une seule fois. Ça n'a pas de sens. Et on ne peut pas se donner les mérites d'un changement de perception long terme si on l'a rencontré 20 minutes en stand. Enfin voilà, donc c'était toutes ces questions-là qui sont venues nous titiller. Euh, et on a pu donc établir une question évaluative qui était un peu notre fil rouge, hein, comme le filon de voilà, quel est l'impact des dispositifs éducatifs du programme Un univers citoyen sur le vivre ensemble au niveau personnel, interpersonnel et collectif. Et donc, on a fait le choix, tu peux passer à la slide suivante, de zoomer, en tout cas de prioriser l'observation des effets de certains et certaines des dispositifs. Voilà, donc c'est les expositions, la journée d'initiation aux migrations qu'on anime et les parcours éducatifs qui permettent en fait justement de l'accompagnement en fait très très court terme, moyen terme et plus long terme, parce que les parcours éducatifs, c'est sur du plus long terme. Voilà, tu peux passer à la slide suivante. Ça présente rapidement les outils de récolte, mais enfin voilà, c'est juste montrer on est allé chercher effectivement et du quantitatif et du qualitatif, donc avec des entretiens, des grilles d'observation et puis des envois de questionnaires. Tu peux passer euh, à la slide suivante. Ça, c'est au niveau des chiffres. Donc, en 6 mois, on a réussi à aller chercher 95 questions, enfin, en tout cas, 95 personnes quinze personnes qui ont rempli les questionnaires. Il y a eu 6 grilles d'observation qui ont été remplies par les animatrices sur le terrain. Et puis, 23 entretiens semi-directifs analysés. Et donc, quels étaient les effets? Donc, tu peux passer à la slide suivante. Les effets de la démarche. Euh, donc, les effets concrets, ça a été ben, un peu comme, en tout cas, ça a fait rebond sur l'autre retour d'expérience, mais ce pilotage nous a amené à comprendre et mesurer enfin, l'élément essentiel qu'est le fait d'avoir un dispositif de suivi et de suivi-évaluation dans les programmes qu'on veut mesurer demain, parce que ce n'était pas le cas. Et au bout de 5 ans, c'est super d'avoir l'ambition hein, de se dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on va observer comme effet? Sauf que les éléments qui sont passés il y a 5 ans, si on n'a pas d'outils réels de suivi, comment on va récupérer les personnes, les éléments, les... Voilà. Et en fait, comme le disait Erwan tout à l'heure, on n'a pas les mêmes données. On n'a pas d'uniformisation en fait des données qu'on récolte et donc c'est compliqué de les utiliser. Donc, il y a vraiment ça que ça nous a amené à poser, c'est l'importance de la mise en place de suivi-évaluation sur l'ensemble de nos sujets et nos projets si on veut pouvoir mesurer leur impact. Ça nous a amené des préconisations pour les orientations stratégiques du programme Un univers citoyen. Et ça a effectivement clarifié les objectifs de changement pour différents publics. Quand je dis ça, c'est on a dû aller se questionner quel dispositif est mené auprès de qui et donc quels effets ça a selon le public auquel on propose ce dispositif. Et cette lecture, en tout cas, nous a permis d'affiner le fait que nos objectifs de transformation n'allaient pas être les mêmes selon les personnes qu'on rencontre et selon les territoires également. Donc en tout cas, ça nous a permis d'affiner comme ça cette lecture de notre ambition d'accompagnement pour chaque dispositif. Sur la plus-value de la démarche, tu peux passer à la slide suivante. Nous, ça a été en grand 1, si je peux mettre en avant quelque chose, c'était vraiment redonner du sens à nos actions du quotidien. Le fait d'avoir mobilisé les chargés de projet qui sont en charge de ce programme,
d'éducation-migration, ce temps de pause-là, de se questionner et ce temps d'analyse des données, ça a vraiment redonné du sens et ça fait du bien. Quand on a la tête dans le guidon, d'avoir des éléments, quelqu'un qui vient chercher et qui vous fait un retour, ça a été très fort le temps de retour et de synthèse hein, de cette mesure d'impact. Ça a vraiment remobilisé les équipes autour du programme et redonné du sens à leur travail au quotidien. Donc, c'est pas une mince chose. En tout cas, j'étais très contente d'avoir pu permettre ça. De la prise de hauteur, effectivement, hein, comme ça a été déjà dit, sur les raisons et les finalités des projets. Et c'est aussi effectivement un moyen de communiquer sur nos projets et sur là, ce programme-là en particulier. Nous, on a décidé de faire un petit flyer de synthèse que vous pouvez retrouver sur le site d'Ygraine, mais je le ferai passer à l'avis pour si vous avez envie d'en savoir plus sur les résultats de cette mesure d'impact. Et tu peux passer à la slide suivante sur les facteurs clés de réussite à partager. Il y a vraiment cet enjeu, comme je le disais tout à l'heure, de prendre le temps d'embarquer l'ensemble de la structure sur la compréhension de l'intérêt de la démarche. C'était un peu ce qui était posé, hein. On ne fait pas une démarche de mesure d'impact juste pour le fun, c'est, pour reprendre les mots utilisés, mais je suis bien d'accord. Et en fait, ça prend du temps, ça prend de l'énergie et c'est surtout que si on se lance là-dedans, il faut réellement le faire à fond pour avoir, pour que ce soit pertinent. Donc là, on avait 6 mois. Donc nous, moi, j'ai fait un grand travail au départ hein, pendant quasi 6 mois d'aller à la rencontre de l'ensemble des équipes du mouvement, de re-questionner qu'est-ce que c'est que la démarche de mesure d'impact, pourquoi on fait ça. En fait, vraiment mobiliser l'intérêt des personnes parce que se lancer dans une mesure d'impact, ça prend aussi du temps, surtout si c'est internalisé, mais à l'ensemble des parties prenantes. Et donc, c'est quelque chose, il faut qu'ils comprennent pourquoi ils vont donner du temps en plus et pas qu'ils le voient comme quelque chose d'imposé et qui n'a pas de sens pour eux et elles. Donc voilà, il y a vraiment ce temps-là qu'il faut garder en tête. Planifier sur une année complète au moins et avoir une personne dédiée à la mesure d'impact. Là, moi, c'est une préco que je fais. S'appuyer sur des démarches de suivi-évaluation déjà en place pour faire de la mesure d'impact. Effectivement, hein, comme on disait, ben, maintenant on le sait et donc maintenant on va essayer d'avoir des données pour pouvoir les mesurer. Et c'est quand même pas mal, je pense, de se faire accompagner par des professionnels de la mesure d'impact. Pas forcément sur l'ensemble, hein, mais comme tu le disais, Lydia, ça peut être sur quelques moments de prise de hauteur. Voilà, donc pourquoi? Parce que moi, malgré le fait que je n'étais pas dans la coordination du programme, je fais partie quand même du mouvement Y de fait. Et donc, je pense que ça aurait pu encore plus nous amener à de la prise de hauteur. Voilà. Voilà pour mes facteurs clés et je m'arrêterai là. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup Colline pour ce retour d'expérience. Nous pouvons, je pense, passer à la partie questions-échanges avec vous. Je vois déjà quelques questions, mais si vous avez d'autres questions pour nos intervenants, n'hésitez pas à poser vos questions dans la module Q&R. Je vois 2 questions pour le filon. Première question, c'est comment organiser le travail autour de la mesure d'impact en plus des missions habituelles? Est-ce qu'il y a une personne à 100% dédiée à ça et combien de temps ça vous prend par semaine, par exemple? Oui. Et du coup, je vais intégrer la question de Agathe, qui est de quoi parle-t-on quand on dit faire vivre la mesure d'impact? Parce que pour moi, c'est intimement lié et ça fait écho à ce que Colline vient de dire. En fait, donc d'un point de vue très très concret, nous, donc c'est Erwan hein, qui a vraiment piloté et sur les 3 ans, si on lisse vraiment sur les 3 années, avec des moments plus ou moins conséquents, on est à peu près sur un 0,2 TP. C'est possible parce que il y a vraiment cette logique d'acculturation des équipes. Donc la Colline vient d'en parler et que en fait c'est quand même une aventure collective cette histoire de mesure d'impact. C'est pas le responsable ou Erwan tout seul dans son coin qui décide de faire une mesure d'impact, ça ne fonctionne pas. Par contre, le fait de pouvoir le faire de manière collectivement, et c'est surtout vraiment de se dire bon bah voilà, on met en place des outils, on réfléchit à quel outil, etc., etc.
Mais c'est surtout après, il faut que les équipes, au moment d'un entretien avec un incubé ou au moment d'un atelier de sensibilisation sur l'ESS, pensent à faire son questionnaire, qui pense à poser cette question-là qui va répondre du coup à la mesure d'impact. Donc en fait, il y a vraiment et une acculturation et une appropriation. Pour moi, c'est ça, faire vivre la mesure d'impact dans un premier temps. C'est vraiment que cette acculturation-là puisse se faire sans douleur, et puis que du coup, effectivement, les équipes puissent y voir leur intérêt et y mettre du sens, et ça permet aussi de valoriser leur travail. Donc, c'est hyper important. Faire vivre la mesure d'impact, c'est aussi la com. Alors là, on est en plein dedans, nous, hein, c'est un vrai enjeu. Comment on communique sur la mesure d'impact? Parce que ça fait quand même pas rêver, soyons clairs, c'est pas hyper sexy. Donc du coup, c'est qu'est-ce qu'on raconte comme histoire? Qu'est-ce qu'on a envie de donner à voir, en étant aussi honnête par rapport aux résultats qu'on a, en ayant aussi cette logique de transparence, parce que on a intégré les parties prenantes et les équipes, et donc du coup, pour des raisons ouais, de légitimité et d'honnêteté, on a aussi à expliquer les biais, on a aussi à expliquer là où on a eu des difficultés, les résultats qui sont moins bons. Enfin, et donc du coup, comment on met tout ça en forme, en mots, en histoire, et comment on donne à voir, quoi. Et alors ça aussi, pour moi, ça participe de faire vivre la mesure d'impact. Parce qu'il y a la com vers l'externe. Donc nous, on a fait ce choix d'un petit objet de com qu'on va donner avec le rapport d'activité. On a la mesure d'impact complète qui sera disponible en ligne. On est en train de regarder là si on peut développer une page dédiée sur notre site internet qui est aussi évolutive. On l'a appelé volontairement les ondes du filon parce que c'est cette idée de propagation et de trucs qui ne s'arrêtent jamais. Ça ne s'arrête jamais. On est vraiment en mode agile avec du coup la nécessité aussi de revoir des trucs qui n'ont pas du tout été, des trucs qui ont été trop compliqués, trucs où on a trop galéré. Et après, bah, il y a aussi toute la communication qu'on peut avoir lors d'entretiens, soit au conseil d'administration, soit avec nos parties prenantes quand on fait nos bilans annuels, etc., etc., quoi. Et donc, effectivement, après, ça nous donne aussi des billes. Quand on fait une demande de subvention, ça peut être utilisé pour pouvoir bah, dire, bah, là, nous, on a besoin d'argent. On peut vous dire que ça impacte sur tel public, de cette manière-là, de cette manière-là. Euh, voilà, ça légitimise aussi les actions portées par la structure. Donc ça, c'était pour répondre à Pauline et Agathe. Et il y a Céline qui demandait des outils. Oui. Alors, Excel est notre ami, hein. Nous, on n'a pas de logiciel type. Par contre, effectivement, on s'est appuyé sur deux chercheurs, donc une sociologue de l'Université d'Évry et un chercheur en gestion de l'Université Lorraine, qui, du coup, ont pu apporter leur expertise technique sur les entretiens semi-directifs et qui, eux, en plus, ont une approche linguistique dans leur entretien. Et après, ils ont mutualisé, parce que l'idée, c'était aussi de pas demander 15 000 fois à nos financeurs des entretiens. Donc, ils ont mutualisé l'entretien qui est utile pour leur propre étude avec l'entretien qui servira à la mesure d'impact. Et on l'a réfléchi, ces entretiens et les questions avec eux. Voilà. Merci beaucoup, Eva. Je rajouterais juste que dans la cartographie des acteurs de la VIS que j'avais partagée avant, il y a aussi une partie sur les logiciels qui existent donc pour la mesure d'impact social. Donc, si ça vous intéresse d'avoir d'autres exemples, je pense à la question de Céline, vous pouvez regarder là aussi. Je rajouterais juste peut-être quelque chose sur l'idée de faire vivre la démarche. Je pense que l'exemple que tu avais cité dans ton témoignage, Eva, est très intéressant aussi, l'exemple de prendre les bonnes décisions basées sur les résultats d'impact. Et pour moi, l'idée de faire vivre la démarche d'évaluation, c'est vraiment ça aussi, c'est de faire du management, ce qu'on appelle souvent le management par l'impact, c'est-à-dire de s'appuyer sur les résultats d'impact pour faire la stratégie, pour prendre des décisions, d'infuser les résultats d'impact dans le pilotage. Et c'est ça aussi une manière de faire vivre la démarche et de s'assurer que la démarche n'est pas du simple reporting à côté, mais vraiment infusée dans le pilotage global du projet. Donc, je rajouterai juste ce mot-là que tu as bien déjà démontré avec ton exemple. Je vois une question pour Colline que j'ai maintenant perdue.
C'était par rapport à votre stagiaire, dans quel cursus le stagiaire était, voilà. Et j'y ai répondu à Ah, l'écrit. super. Ah, ok, merci. Ok. Donc, pour répondre à voix haute, si d'autres personnes avaient lu la question, la personne était en master action publique, institution, de l'économie sociale et solidaire à La Pièce. Voilà, c'était un master de La Pièce, ça s'appelle. Voilà, donc je l'ai mis dans question, enfin, j'ai répondu à l'écrit. Voilà. Merci, Colline. Super. Et moi, juste pour revenir sur les outils, si jamais des personnes se disent, ah, on ne sait pas les outils qu'a utilisé Irène, c'est pareil, hein, Excel, on a, on a fait avec ce qu'on connaissait, ce qui existait. Et je vous ai dit qu'on avait fait nous tout en interne, oui, mais on est quand même allé toquer à la porte de personnes qu'on connaissait de près ou de loin et qui ont une certaine expertise dans le suivi évaluation, qui nous ont pas accompagnés, mais à qui on a pris 2 heures de temps par-ci, par-là pour avoir des petits échanges quand même en disant est-ce que vous pensez qu'on est sur le bon chemin? Est-ce que sur la création, pareil, des entretiens semi-directifs, est-ce que les questions sont bonnes? Avoir un peu voilà, des petits tips, des petites recommandations. Et je pense que c'est essentiel, voilà, d'avoir ça. Super. Oui. Merci beaucoup. Je vois une question que je poserai à nos trois intervenants, qui est une question que revient souvent dans les échanges, les tables rondes, les webinaires, etc. C'est la question de l'appropriation par les financeurs. Comment vous faites pour équilibrer entre les objectifs, attentes des financeurs, et est-ce que, à travers vos expériences avec la mesure d'impact, vous voyez un changement dans le regard des financeurs vis-à-vis des indicateurs impact évalués? Alors, moi, je ferais une différence du coup entre les financeurs qui étaient déjà là quand on a mis en place la mesure et les nouveaux à aller chercher. Alors après, tout dépend aussi du mode de gouvernance de la structure. Enfin, voilà. Donc là, je vais vraiment parler pour le filon. Nous, on associe beaucoup nos partenaires, qu'ils soient financiers ou opérationnels, sur la vie en fait de notre structure en dehors du comité, du conseil d'administration et des instances classiques des AG. Donc du coup, en fait, on les a associés dès le départ. On leur a dit qu'on voulait aller sur la mesure d'impact, on les a questionnés, on leur a présenté la démarche, on leur a dit qu'on allait certainement les solliciter pour des entretiens, etc., etc. Donc ils étaient au courant et ils savaient sur quoi allait porter la mesure d'impact. Et du coup, en fait, ça s'est fait assez naturellement parce que eux étaient en attente qu'on ait des données un petit peu plus objectivées de nos actions. Et nous, ça nous permettait de répondre quand même à une exigence des financeurs, des partenaires financiers, qui était justement d'avoir ces données-là. Par contre, on n'a pas forcément été sur leur objectif à proprement dit. Voilà. A contrario, les nouveaux financeurs, là je suis en plein dans plusieurs dossiers, typiquement bah voilà, on est quand même toujours un peu sur les mêmes les mêmes genres de questions. Dans quel contexte avez-vous créé la structure? Pourquoi vous avez mis en place cette action? Quelles sont les évaluations que vous prévoyez? Et ben là, en fait, on a des billes très concrètes à leur donner. Sur l'évaluation qu'on envisage, on a carrément une liste d'indicateurs à leur poser. Donc c'est hyper simple. Ça nous facilite la vie en fait sur la réponse, le remplissage du dossier. Et puis, ça nous donne aussi des éléments, c'est-à-dire de dire, bah voilà, nous, on accueille le portrait type de nos incubés, c'est à 61% des femmes autour de 43 ans. Donc, ça permet de dire qu'on va toucher plutôt ce public-là. Donc, ça nous donne quand même des billes. Mais il y a un distinguo entre ceux qui étaient là avant, enfin, ou pendant, et ceux qu'on va aller chercher maintenant. Mm. Super intéressant, merci. Je ne sais pas si Colline, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, c'est un petit peu la même chose. Le distinguo entre ceux d'avant et les nouveaux qu'on va chercher, forcément, je suis complètement en accord avec ce qui a été dit. Nous, c'est vrai qu'on a eu la chance de décider de se lancer dans la mesure d'impact sans que ce soit une demande de nos financeurs. On s'est senti assez libre de se dire qu'est-ce qu'on veut aller chercher réellement. Et donc l'enjeu, c'était pas de répondre aux demandes du financeur avec des indicateurs quanti
et un peu d'indicateurs quali, mais qui n'étaient pas de la mesure d'impact, mais bien les effets directs, en fait, sur le temps de financement. Nous, on a voulu vraiment se dire, on prend ce temps-là pour aller questionner réellement les finalités et qu'est-ce qu'on a envie, nous, d'observer. Euh, et donc, il y a eu enfin, en tout cas, l'intérêt, ça a été d'aller chercher. Par contre, tous nos financeurs ont été interrogés et font partie des personnes qui ont été, enfin, à qui on a mené des entretiens sur justement ce que eux attendent de ce programme-là, qu'est-ce qu'ils venaient chercher, pourquoi ils continuent à nous soutenir, etc. Mais donc, c'était pas en réponse à une demande quoi, externe. Donc c'était assez, je pense que ça a été assez intéressant, d'autant plus parce qu'on pouvait aller chercher ce qu'on avait vraiment envie sur le fond, quoi. Voilà. Ouais, Super. je précise que nous aussi, c'était pas une demande. On sentait qu'il y avait, c'était un sujet qui revenait régulièrement, mais il n'y avait pas une demande formulée de manière très claire. Donc, on a eu aussi cette liberté-là et c'est nous. En gros, il faut y aller avant qu'on vous demande, comme ça, vous êtes peinard, quoi. Super, merci beaucoup. Je vois une question de Stéphanie qui est une question générale, mais je serais curieuse d'avoir vos réponses entre le filon et Y si vous avez eu cette situation-là. La question, c'est dans le cadre de l'objet de l'évaluation. Est-ce que ça peut changer au cours de l'évaluation au fil de l'eau ou est-ce que ça reste fixe malgré les réponses qui arrivent? Et je serais curieuse de savoir dans vos expériences si c'était bien le cas et comment vous vous adaptez à ça. Pour notre cas, je pense que ça a beaucoup évolué parce qu'au début, on voulait juste évaluer l'année 2024 et on s'est dit que c'était une bêtise de pas évaluer depuis le début parce que Mm. enfin, on n'aurait pas vu de changement vraiment sur juste une année enfin, je pense que les donneurs étaient beaucoup moins intéressantes. Et même aussi au niveau des indicateurs, donc de ce qu'on voulait évaluer, ça évolue aussi au fil de, quand on a commencé à évaluer certaines choses, on se dit, ah, c'est peut-être pas si intéressant que ça. Et autrement, il y a peut-être des choses qu'on n'avait pas forcément prévu d'évaluer et qui sont arrivées, et qu'on s'est dit, ah, bah, c'est super intéressant. Par exemple, on n'avait pas prévu les types de territoires, donc que ce soit rural, urbain, QPV ou autre. Et en fait, cette donnée, elle est arrivée comme ça en plus. Et on s'est dit, ah, c'est quand même hyper intéressant à mettre en avant par rapport à d'autres données qu'on pouvait avoir qui étaient peut-être un peu moins intéressantes. Donc, c'est sûr que la démarche est à vie. Et il y a plein de choses qui vont changer et qui peuvent changer aussi au fur et à mesure de la méthodologie. Et je rajoute là sur la question des choix. On a effectivement tout un panel de choses qui nous arrivent quand on est sur la période de la collecte. Et là, en l'occurrence, sur la com, nous, on passe d'un document de 40 pages à 8 feuillets recto verso. Et, et la question du choix est vraiment, vraiment pas simple du tout. Et donc, du coup, c'est intéressant aussi de voir qu'est-ce qu'on a envie de mettre en exergue. Et donc, du coup, ça permet aussi des fois de réangler la question de départ pour qu'on ait quand même quelque chose qui soit cohérent dans la démarche, quoi. Super, Oui, merci, Colline. Oui. je rejoins hein, la question du choix. Elle est, nous, c'est pareil, on a dû faire on s'est dit, on fait un flyer de A5, 4 petits double pages. Enfin, bon, c'est. Voilà, donc la question du choix, effectivement, la question de laisser vivre la démarche et se laisser surprendre. Je crois que, en tout cas, nous, on est parti sur le fait que la question évaluative devait être à la fois nous permettre de nous donner quand même un angle de vue, hein. On est obligé de savoir par quel bout on prend, enfin, voilà, quel est notre angle d'observation pour autant que ce soit assez large pour se laisser surprendre justement. Et nous, on s'est rendu compte quelque chose qu'on n'avait pas du tout imaginé à la base, c'était que dans enfin, dans la collecte, on s'est rendu compte qu'il y avait de très grands, enfin, un fort impact sur nos salariés, en fait, les permanents du mouvement qui portent ce programme. Et donc les animateuristes, les chargés de projet qui portent le programme Un univers citoyen il y avait énormément d'effets et d'impact sur eux-mêmes, en fait, sur leur vision, sur leur perception des migrations, sur leur engagement citoyen, etc. Et c'était pas un public qu'on avait imaginé au départ. Et donc, on s'est laissé récolter ça et en faire quelque chose. Donc, effectivement, il faut se laisser quand même
euh, se faire surprendre. Et dans la phase de collecte, hein, il y a un temps qui est essentiel, je pense, c'est à un moment donné faire un point de retour et se dire comment on réadapte les questions. Est-ce qu'elles sont vraiment pertinentes? Enfin voilà, avoir un retour qualité sur nos outils pour les réajuster. Et c'est bien. Enfin, il faut pouvoir se dire en fait, on réajuste. C'est pas grave que ce soit pas exactement la même chose, mais voilà, ça aide pas mal, quoi. Voilà. Ok, super. Ça revient vraiment à cette définition de l'impact social comme englobant aussi les impacts inattendus, justement, et de rester agile lorsqu'on est confronté à ça. Peut-être une dernière question de Christine que je trouve très pertinent, c'est quels sont les arguments apportés pour que les participants qui répondent trouvent un intérêt à la démarche? Voilà, donc vos expériences, qu'est-ce que vous avez vu qui marche bien pour les arguments? Donc, si je comprends bien, c'est les arguments qu'on fait valoir auprès des parties prenantes qu'on souhaite intégrer dans la mesure. C'est ma compréhension aussi, oui. Ouais. Alors, nous, on a potentiellement que des personnes captives, quand même, globalement. C'est-à-dire qu'ont été interrogés essentiellement les incubés, enfin les porteurs de projets, les membres de groupes de travail des fabriques à initiative, nos parties prenantes financières ou opérationnelles. Donc j'ai envie de dire là, les arguments sont plus faciles à trouver parce que on pose dès le départ qu'on est dans cette démarche-là et que du coup on a besoin de leur retour pour pouvoir être en évaluation et en progression continue. Euh, Peut-être que un des arguments phares, ne serait-ce que quand on fait des questionnaires après des interventions auprès de publics qu'on ne connaît pas, etc., c'est vraiment c'est rester humble en fait. C'est-à-dire que nous, on a besoin de l'info, on a besoin d'avoir le retour des gens pour progresser. Parce qu'on sait qu'on n'est pas parfait à tous les niveaux, qu'on sait qu'on a une marge de progression qui est réelle et qu'on a envie, on a cette envie d'être en progression continue. Et le fait de poser ça en fait de manière très simple comme ça, je pense pousse aussi les gens à donner son avis, leur avis. Voilà. Ouais, et quand c'est du public non captif, c'est un peu plus compliqué. Et ce qui amène au fait qu'on n'aura pas 100% de réponse. Et c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir en amont, hein. Toutes les personnes qu'on va rencontrer ne vont pas nous répondre. Pour autant, c'est de la même manière être très transparent sur ben, la démarche dans laquelle on a envie de se lancer là, se dire qu'on fait ces actions, mais qu'on a besoin, nous, de savoir si c'est pertinent, s'il faut réévaluer. Et c'est aussi, bon, après, on a la chance, nous, que dans notre processus pédagogique, de tous les espaces d'éducation populaire qu'on crée, on a un temps de retour et de bilan. On vient questionner quand même à la fois la satisfaction et les effets un petit peu que le temps partagé a provoqué chez les personnes. Et en fait, c'est aussi leur dire, mais en fait, quand on va vous poser ces questions, là, on va prendre le temps d'en faire quelque chose. Et en fait, ça va vraiment être utile. Donc, on vous le demande pas. En fait, c'est un peu renforcer le fait de, quand on vous pose la question, alors, est-ce que ça vous a fait quelque chose? Enfin, on va s'en servir, quoi. On vous demande pas ça juste à la volée. Et ça, j'ai l'impression que ça a en tout cas eu un petit impact de fait de se dire, OK, eh ben, donc je vais prendre ce temps-là aussi. Et par contre, juste un petit chose à penser. Nous, on a eu des publics non captifs, donc nombreux, de tout âge. Et sur les jeunes, les publics jeunes, en fait, il faut vraiment penser quel outil et quel canal de communication on utilise parce que juste une petite illustration, on était parti sur des questionnaires en ligne envoyés par mail. On s'est rendu compte que les jeunes n'avaient pas de mail. Enfin, en fait, ils n'utilisent pas leur boîte mail et donc on a dû tout remodifier, rechanger et c'est pas quelque chose qu'on avait en amont. Donc déjà, il faut effectivement mobiliser les personnes et accepter, enfin, leur donner envie de participer et de répondre. Et en plus, faut quand même qu'ils reçoivent bien le questionnaire ou enfin voilà. Donc c'est deux enjeux différents.
Super, merci beaucoup. Nous arrivons à 11 heures, donc je vais conclure ce webinaire. Je vous remercie vraiment chaleureusement, Erwan, Eva et Colline, pour vos témoignages, vos réponses, et à l'ensemble des participants pour votre participation et vos questions passionnantes, et pour cet échange-là. Il me reste que à vous souhaiter une très bonne journée. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Au revoir. Merci à vous. Merci tout le monde.